je me présente, Sana Qabil, docteur en physique, spécialité télécommunications et professeur à l'université privée de Marrakech, pôle ingénierie et innovation. J'ai le plaisir de vous présenter dans cette vidéo la dernière partie du cours intitulé Notions de base en électricité. C'est la partie magnétostatique. La dernière partie de la magnétostatique sera consacrée pour la discussion des interactions magnétiques. Tout d'abord, on va déterminer les deux types de sources du champ magnétique, les aimants et les conducteurs parcourus par un courant. Donc tout d'abord, on va distinguer les deux types de sources, les aimants de type naturel ou artificiel, qui sont des solides ferromagnétiques comme le fer, le cobalt, la magnétite ou encore l'alliage du fer avec cobalt ou encore nickel. Et la deuxième source, c'est le conducteur parcouru par un courant électrique. Donc, passons maintenant à la discussion de l'expérience d'Oersted. Donc, un courant électrique engendre un champ magnétique. Donc, Christian Oersted observa le premier ce phénomène. C'est un courant I traverse un fil conducteur perpendiculaire à une table. À travers l'expérience d'Oersted, on peut dire que pour une charge en mouvement, crée un champ électrique et un champ magnétique, contrairement à une charge électrique immobile qui créera un champ électrique seulement. Donc passons maintenant à la partie interaction magnétique. Donc pour cette interaction, on va prendre deux charges électriques en mouvement, Q1 et Q2, caractérisées par la vitesse V1 et V2, et ces deux charges, ils sont d'une distance R1, 2. On va donner la force électrostatique de 1 vers le 2, ça veut dire la force exercée de la charge Q1 sur la charge Q2, et bien sûr cette force est déterminée à travers la loi de Coulomb, est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur le R au carré fois le vecteur unitaire, soit 1 sur 4 pi epsilon 0, Q1, Q2 sur R au cube de la distance R1, 2 fois le vecteur R1, 2. Et ça va, bien sûr, cette force électrostatique de 1 à 2 est égale aussi Q2 fois E1. Donc, puisque les deux charges en mouvement, ça peut aussi nous donner une force magnétique Fm de 1 à 2. Cette force magnétique Fm de 1 à 2 est égale à Q2, le vecteur vitesse de la charge Q2, vectoriel de 1 sur 4 pi epsilon 0, C au carré, Q1, V1, vectoriel R1, 2 sur R au cube, est égal aussi Q2 fois le vecteur vitesse V2, vectoriel le vecteur B1 ou encore le champ magnétique B1. Donc avec le B1 est égal à 1 sur 4 pi epsilon 0 C au carré, Q1, V1, vectoriel R1, 2 sur R au cube. Et on peut remplacer le 1 sur epsilon 0 C au carré avec le mu 0, la perméabilité du vide, et ça va nous donner le B1 égal à mu 0 sur 4 pi Q1 V1 vectoriel R1 2 sur R au cube. Donc passons maintenant à la force de Lorentz. La force de Lorentz, c'est la sommation entre la force électrique plus la force magnétique. Soit on va prendre toujours l'exemple des deux charges Q1 et Q2. Donc on a la force électrostatique 1 à 2, c'est Q2 E1. Et la force magnétique de 1 à 2, c'est Q2 V2 vectoriel B1, est égale par la suite Q2 facteur de E1 plus V2 vectoriel B1. Donc la force trouvée comme sommation entre la force électrique et la force magnétique, appelée force de Lorentz. Pour la force de Lorentz, cette force de Lorentz est valable pour les charges ponctuelles.
Passons maintenant à la force de la place. Pour la force de la place, D de F est calculée pour un fil conducteur parcouru par un courant I et règne dans un champ magnétique B. Donc pour trouver le D de F égal à D de Q V vectoriel B. Soit D de Q est égal à I D de T et le V est égal à D de L sur D de T. Donc on va avoir le D de F égal à I fois D de L vectoriel B. Et ça va nous permettre de déterminer la force de la place s'exerçant sur l'élément de courant D de L. Et bien sûr, pour trouver la force totale, on va avoir le F est égal à l'intégrale de I fois D de L vectoriel le B. Passons maintenant à la loi de Biot et Savart. Le champ magnétique créé par l'élément de source I D de L au point M à la distance PM égale à R s'écrit D de B égale à mu0 sur 4pi I D de L vectoriel le vecteur R sur R au cube. Et ça va nous permettre d'avoir, bien sûr, le B total est égal à l'intégrale de mu0 sur 4pi I D de L vectoriel R sur R au cube. Donc passons maintenant à les règles d'orientation. Il y a plusieurs règles d'orientation pour la force F qui est égale à QV vectoriel B. Donc le QV c'est le premier vecteur, le B c'est le deuxième vecteur et le F c'est le troisième vecteur. C'est notre produit vectoriel entre QV et B. Donc pour trouver l'orientation de cette force F qui est le produit vectoriel de QV et B, on peut utiliser les trois doigts de la main droite ou encore le bonhomme d'Ampère ou la règle de Tir-Bouchon de Maxwell. Donc passons maintenant aux équations locales de la magnétostatique. Après avoir déterminé le champ magnétique en utilisant la loi de Biot et Savart, le B est égal à mu0 sur 4pi l'intégrale de I D de L vectoriel R sur R au cube, soit le B aussi est égal à mu0 sur 4pi l'intégrale sur le volume tau de J vectoriel R sur R au cube D de tau. Donc on peut calculer ou encore trouver la divergence de B. Donc cette divergence, à travers cette formule de mu0 sur 4pi l'intégrale sur un volume de J vectoriel R sur R au cube D de tau, est égale par la suite, on peut utiliser quelques équations, quelques opérateurs. Donc ça va nous donner le mu0 sur 4pi, l'intégrale sur le volume tau de gradient de moins 1 sur R ρ de J, moins le J ρ de gradient moins 1 sur R D de tau. Et bien sûr, l'ensemble est égal à 0 et par conséquent, ça va nous donner la divergence de B égale à 0. Donc on peut aussi trouver le flux du champ magnétique. On a la divergence de B égale à 0. Donc le triple intégral sur un volume tau de la divergence de B D de tau est égal à 0. En utilisant le théorème de Green-Ostrogradsky pour une surface fermée S, on a le flux de B est égal à double intégrale sur une surface fermée de B fois D de S est égal à triple intégrale sur un volume tau de la divergence de B D de tau est égal à 0. Donc on peut dire que le flux de B est égal à 0 et le B dans ce cas est un champ à flux conservatif. Donc passons maintenant au potentiel vecteur. Donc, de même que le champ électrique dérive d'un potentiel électrostatique scalaire, le champ magnétique dérive d'un potentiel vectoriel. On peut écrire la divergence de ρ de A égale à 0 et on a déjà donné ou encore calculé la divergence de B est égale à 0. Donc, le B est égal à ρ de A ou encore B égale à nabla vectoriel A. Donc pour ce potentiel vecteur, on peut
utiliser le rote de J sur R qui est égal à J vectoriel de R sur le R au cube, ce résultat, ça va nous permettre de déterminer le potentiel vecteur A. Donc en utilisant toujours la même formule de B égale à mu0 sur 4pi, l'intégrale sur un volume taux de J vectoriel R sur R au cube des deux taux, on peut remplacer ce J vectoriel R sur R au cube avec le rotationnel de J, le vecteur J sur R, et ça va nous donner le B égale le vecteur rotationnel, l'intégrale sur un volume taux de mu0 4pi J, le vecteur J sur R des deux taux. Et on a bien sûr le B égal à rotationnel de A, donc le A égale à l'intégrale de mu 0 sur 4pi J sur R des deux taux. Donc comme exemple, le cas d'un fil, le potentiel vecteur A égale à mu 0 sur 4pi, l'intégrale de I d de L sur R. Et pour une charge discrète, le A égale à mu 0 sur 4pi QV sur le R. Donc le champ magnétique B est défini en tout point de l'espace par la divergence de B égale à 0 et le rotationnel de B égale à mu0J. Avec le rotationnel de B est égal au rotationnel de ρ de A, égale aussi le gradient de la divergence de A moins le Laplacien de A. Bien sûr, on peut avoir la divergence de A pour un régime stationnaire égal à 0. Donc il va nous rester le rotationnel de B égale moins le Laplacien de A et le Laplacien de A égale à moins mu 0J. Donc on peut, et par conséquence, on a trouvé le rotationnel de B égale à mu 0J. Donc passons maintenant au théorème d'Ampère. Comme le théorème de Gauss déterminé dans la partie électrostatique, par le flux électrique est égal à double intégrale sur une surface fermée de E fois dBs est égal à la sommation de QI sur epsilon 0 est égal à Q total sur epsilon 0. Donc de la même manière, il existe un autre théorème, appelé théorème d'Ampère, qui relie la circulation du champ magnétique le long d'un contour au courant total traversant la surface en s'appuyant sur ce contour.